Donc hier dans le train, j'ai réfléchi finalement à la qualité de vie, qui n'est pas ma spécialité véritablement. Étant psychiatre de formation, les psychiatres très tôt se sont intéressés aux questions de mesures subjectives, mesurer la tristesse, la dépression, l'anxiété, la fatigue, etc. Et curieusement, la qualité de vie, c'est venu beaucoup plus tard en psychiatrie. Ça pose d'ailleurs peut-être des questions, c'est pas sûr, on verra. Et donc moi, j'ai toujours été un observateur un peu extérieur à cette communauté qui est la communauté des mesures de qualité de vie. Et donc, du coup, j'ai un regard un tout petit peu critique. Et donc, je vais vous apporter un point de vue un petit peu critique sur ce concept. Moi, de base, j'ai l'impression que la question de la qualité de vie et de sa mesure, pour la conceptualiser, c'est l'intersection entre deux champs qui posent problème. Un premier, c'est un corpus, et d'ailleurs ce qui souligne le fait que cette réunion est multidisciplinaire, puisqu'il y a deux domaines, un qui est très méthodologique, relatif à la métrologie, qui est morcelé lui aussi, on va le voir, et puis un relatif au domaine médical, à l'évaluation des thérapeutiques. Et puis derrière tout ça, vous avez une toile de fond assez floue, avec beaucoup de considérations philosophiques et psychologiques. Alors quand on mélange le tout, forcément, c'est un peu difficile d'y retrouver ses billes. Et en pratique, ce qui se passe, c'est que chaque spécialiste va vers le domaine qu'il aime bien, c'est-à-dire que le matheux va vite aller vers la métrologie, et que le clinicien va aller vers les patients, et puis que le philosophe va regarder tout ça de loin. Mais qu'aujourd'hui, je trouve que la synthèse est pas vraiment terrible. Alors je vous propose de regarder chaque élément l'un après les autres. On va d'abord regarder le point de vue métrologique et mathématico-statistique. Alors, il y a eu un champ métrologique développé au début du XXe siècle autour de ces types de mesures, et ça n'était pas pour mesurer la qualité de vie, c'était pour mesurer l'intelligence. Ce qui est d'ailleurs curieux, c'est que les êtres humains, avant donc les physiciens mesuraient la température, les longueurs, les masses, ce qui n'est d'ailleurs pas si évident que ça, en termes technologiques et en termes conceptuels. Et quand on s'est mis à mesurer des choses subjectives, c'est-à-dire relatives à des sujets, on a commencé par vouloir mesurer l'intelligence et pas le bonheur. Ce n'était pas évident du tout. Hein. Après tout, pourquoi mesurer l'intelligence? Est-ce que c'est vraiment utile? En tout cas, les psychologues ont voulu mesurer l'intelligence et ils se sont rendus compte que c'était difficile, que ça ne pouvait pas se mesurer comme on mesurait une température. Et ils ont développé un champ de connaissances qui est d'ailleurs toujours très utilisé et qui est d'ailleurs majoritaire, hein, je pense, parmi les collègues qui sont ici. Alors vous avez des modèles, comme il y a un tableau, je vais écrire quelques bricoles. Vous n'en avez pas qu'un, vous en avez plusieurs modèles derrière ces mesures. Alors le plus simple... Alors, ces psychométriciens, puisque c'était des psychologues, quand même, globalement, partent du principe que ces choses à mesurer, comme la qualité de vie, l'intelligence, etc., quelque part, elles existeraient, mais qu'elles sont très difficiles à capturer en pratique. Mais bon, le modèle de base est important, c'est-à-dire que je postule que la qualité de vie existe, que l'intelligence d'un individu, c'est quelque chose qui existe, mais qu'on ne peut pas y accéder directement, qu'on ne peut y accéder que par des facettes, d'un éclairage particulier. Par exemple, pour l'intelligence, ça serait réussir un problème, savoir convaincre quelqu'un, etc., etc. Puis la qualité de vie, ça serait être en forme physique, être souriant, etc. Donc on a des stigmates de la qualité de vie, on ne peut jamais l'avoir elle-même, on peut en avoir des stigmates. Alors le premier modèle le plus simple était considérer que on a comme ça une infinité de facettes relatives à la qualité de vie, et que si on pouvait toutes les mesurer, et si on en faisait la somme, alors on aurait la vraie mesure. Mais que naturellement on ne peut pas mesurer cette infinité de facettes, et qu'on peut en mesurer qu'un nombre fini.
Et toute la question, c'est quel est le lien entre la mesure issue de la somme de ce nombre de filis de facettes et puis la totalité. Et alors, il y a un petit théorème très joli qui dit que si toutes ces facettes sont à peu près homogènes, c'est-à-dire que quand vous prenez une facette, si la réponse à la facette c'est un nombre, vous prenez la corrélation de cette facette avec toutes les autres facettes et vous en faites la moyenne, eh bien la moyenne de ces corrélations, elle est indépendante de la facette que vous prenez. C'est une hypothèse. Moyennant ça, vous pouvez calculer la corrélation entre le score que vous avez mesuré sur un nombre fini de facettes avec le score vrai. Ça ne saute pas aux yeux. Hein. Comment calculer une corrélation entre quelque chose qu'on a mesuré et puis quelque chose qu'on imagine exister avec une infinité de choses? Mais vous voyez, l'idée, c'est qu'on tire au sort des facettes parmi un ensemble de facettes et qu'en fait, on peut sentir comme en fait, ils corrèlent tous en moyenne les uns avec les autres de la même façon. On peut calculer la corrélation. Et cette corrélation a à voir avec le coefficient alpha de Cronbach, qu'on appelle consistance interne, et qui est quand même un élément central de la psychométrie et un paramètre qui quantifie toujours aujourd'hui la qualité d'une mesure. Donc vous avez un premier modèle qu'on appelle parfois le modèle de l'univers d'item, c'est-à-dire que en fait, une caractéristique comme la qualité de vie, elle peut être représentée par un univers infini de caractéristiques. Et que si ces caractéristiques sont assez homogènes, alors il suffit d'en mesurer un nombre fini pour approcher, et on sait avec quelle marge d'erreur, la véritable caractéristique. Bon. Alors après, vous avez un autre modèle qui, lui, a eu beaucoup plus de succès, qui est beaucoup plus élégant. C'est un modèle pourtant très simple, hein, il est linéaire. Je vais l'écrire, c'est une petite équation linéaire, régression linéaire simple. Hein. Donc j'ai toujours mes facettes qu'on appelle des items. Je vais dire que c'est des YI. Alors j'ai la première facette, Y1. Ben, je vais dire que c'est A1 plus B1 θ plus epsilon 1. Donc c'est une régression linéaire simple. Et θ, c'est la qualité de vie ou c'est l'intelligence. Et donc θ, c'est une variable, je postule juste qu'elle existe. Et que c'est un nombre. Et puis je vais dire que le deuxième item, eh ben, c'est exactement pareil. Et puis pareil pour les 15 items que j'ai. Et puis le score de mon instrument, ça va être la somme des YI. Alors, et la question, ça va être d'estimer A1, B1, B2, etc. Et de tester si ce modèle est raisonnable et de se demander finalement, alors, la somme des YI, c'est quoi? Alors, la première bonne nouvelle qui paraît souvent curieuse pour les étudiants, c'est qu'on a un système d'équations, on a des régressions linéaires simples avec des variables qu'on n'a pas mesurées. Mais pourtant, on peut quand même calculer les AI et les BI. En fait, c'est parce qu'on a des équations avec une inconnue, il suffit de faire sauter l'inconnu, et d'ailleurs on a trop d'équations par rapport aux inconnues, donc en fait il n'y a jamais de solution en général, c'est déjà assez mal parti. Et donc il faut qu'il y ait des contraintes particulières entre les coefficients pour pouvoir vraiment les estimer, c'est ce qu'on appelait au début les tétrades de Spearman. Et puis, si ça ne marche pas, on a quand même la solution des moindres carrés, du maximum de vraisemblance, etc. C'est-à-dire la solution qui marche le mieux. Hein. Puisque ces équations sont très dures, c'est très difficile que la pratique, que la réalité obéisse à ces lois, mais on peut essayer de trouver les coefficients qui s'en approchent au mieux. Donc on peut calculer les AI et les BJ, et puis vous voyez, en fait, si on fait la somme des YI, hein, les bruits vont s'additionner, et donc la variance des bruits, vous savez, on n'augmente pas beaucoup, ça augmente en racine de n. Par contre, ici, quand vous additionnez ça, vous avez la somme des BI fois θ. Et quand le nombre d'items tend vers l'infini, eh ben, la variance des bruits devient toute petite par rapport à la variance de la somme des BI fois θ. Et finalement, la somme des YI, c'est une estimation de θ. Plus vous avez d'items, plus l'estimation est bonne. Et donc, en fait, alors que θ, il est inaccessible, finalement, en faisant la somme des YI, vous pouvez l'estimer. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est une des justifications au fait que quand on donne des questionnaires à des gens pour mesurer tout ce que vous voulez, si ce modèle est à peu près vrai, vous pouvez faire la somme des questions. Ça n'est pas une somme, même si c'est apparemment une somme de carottes et de choux, etc., de trucs qui n'ont rien à voir, finalement, en faisant la somme, vous avez un estimateur de θ. C'est très élégant. Rien à dire, c'est très élégant. Alors bien sûr, on peut dire, oui, mais bon, comment montrer que ce modèle est vrai?
Or, dès qu'on a fait un peu de statistique et de modélisation, vous savez très bien qu'on ne peut jamais dire qu'un modèle est vrai, on peut toujours dire qu'il est faux, et en fait on sait toujours que les modèles sont faux. Donc la vraie question c'est jusqu'à quel point le modèle est-il suffisamment vrai pour que la somme des y ait un sens, et on ne sait pas répondre à cette question, etc. etc. Mais c'est des questions théoriques, en pratique, il faut être honnête, on s'en sort pas mal. On s'en sort pas mal, c'est-à-dire en pratique, on calcule les composantes principales. Si la première composante principale elle est très grande par rapport aux autres composantes principales, alors en gros, ce modèle il est plutôt vrai. Et la somme des YI, c'est vraiment un estimateur de θ. Et on fait ça, dans les laboratoires, on fait ça tout le temps. Moi, je pense que dans mon labo, il n'y a pas une semaine où quelqu'un ne fait pas une analyse en composantes principales pour se justifier un peu que la somme des YI, ça veut dire quelque chose. Donc, ce modèle, en fait, a été aussi un peu victime de son succès. C'est que vous voyez le piège. Hein. Le piège, c'est que θ, il est marqué au tableau, et que comme on travaille avec lui tous les jours, à la fin, on finit par penser qu'il existe vraiment. Et puisqu'il est écrit, et puisque le modèle est bon, donc, puisque la première composante principale est élevée, donc θ, finalement, il est là, et donc le problème est réglé, en fait. Hein. Et alors ce modèle a été étendu, on peut mettre plusieurs θ, quand YI n'est pas quantitatif, par exemple s'il est binaire, vous mettez log de P que YI vaille 1 sur 1 moins P, et puis vous faites une régression logistique en fait sur θ. Il y a des spécialistes dans la salle de tout ça. Ces modèles, ils ont des propriétés mathématiques extraordinaires, très intéressantes. Certaines qui marchent pas, puisque vous savez, quand on met θ1 et θ2, en fait, il y a une indétermination, etc., etc. Donc on a presque 100 ans maintenant de travaux de statistiques et de mathématiques autour de ces modèles. Alors, donc ça, c'est la psychométrie. Un champ méthodologico-statistico-mathématique, pas très compliqué comme mathématique, et qui perdure, et il y a encore plein de statisticiens qui travaillent dessus. Et vous avez un autre champ, et je ne pense pas qu'il y ait tellement de représentants dans cette assemblée, ce qui est un symptôme, hein. C'est issu de l'économétrie. Alors eux aussi ont un très beau théorème de mathématiques, le théorème de von Neumann et Morgenstern, milieu du XXe siècle. Alors l'idée, ils disent voilà, on prend des états de santé, je les appelle X1, j'ai un état de santé, X2, un état de santé. Alors je vais faire des hypothèses, la première va vous paraître complètement loufoque. Si alpha plus bêta vaut 1, ça a un sens de considérer alpha x1 plus bêta x2. Bon, alors vu comme ça, on ne voit pas trop faire la somme pondérée d'état de santé, on ne voit pas trop ce que ça veut dire. Je le garde sous le coude, vous allez voir, en fait, on peut s'en sortir. Donc première hypothèse, ça a un sens que alpha x1 plus bêta x2, ça veut dire quelque chose. Deuxième hypothèse, je peux comparer tous les états de santé. C'est-à-dire, je peux dire qu'un état de santé est meilleur que l'autre. Ça aussi, ça peut se discuter. L'idée, hein, comme ce sont des économistes, c'est qu'en fait, dans la vie, nous faisons des choix. Et par exemple, je peux vous dire, ben voilà, vous avez à choisir entre avoir une fracture du col du fémur ou avoir une tuberculose, ben voilà, choisissez. Et si vous choisissez la fracture du col du fémur, ça veut dire que vous la préférez. Et que dans la vie, de toute façon, on a des choix à faire et qu'on peut faire des choix. Et que donc, quand on fait des choix, il y a une relation d'ordre. C'est pas si bête que ça. Donc on peut comparer des combinaisons linéaires d'états de santé, et puis tout ça c'est associatif, distributif, etc. C'est-à-dire c'est vraiment des mathématiques. Et alors le théorème, moyennant ça, sachant ça, eh bien il existe une relation unique entre les xi et des nombres compris dans le segment 0,1, tel que quand vous associez à x1 le nombre, à x2 le nombre, vous pouvez calculer alpha le nombre plus bêta l'autre nombre, et les relations d'ordre entre les états de santé sont exactement les mêmes que les relations d'ordre entre les nombres correspondants. Vous avez un mapping entre les états de santé et des nombres compris entre 0 et 1, et ce mapping conserve exactement la relation d'ordre qu'il y a entre les états de santé. Et donc ce théorème dit que ce mapping, il existe toujours et qu'il est unique, à une constante multiplicative près.
C'est un théorème qui est très puissant. Hein. On appelle ça une utilité, ce nombre. Et donc, les économistes, ils disent, voilà, en fait, on a des états de santé, on peut les comparer. Alors vous me direz, alpha x1 plus bêta x2, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, donc je prends x1, la tuberculose, x2, la fracture du col du fémur. Qu'est-ce que c'est 0,9 fois la tuberculose plus 0,1 fois la fracture du col du fémur? C'est une situation hypothétique où vous allez ouvrir une porte, il va vous arriver une catastrophe derrière la porte. Cette catastrophe, c'est 90 chances sur 100 que vous ayez une tuberculose et 10 chances sur 100 que vous ayez une fracture du col du fémur. Et donc cet état de santé potentiel, c'est alpha x1 plus bêta x2. Et du coup, on peut comparer comme ça des états de santé virtuels. Et en plus, on l'a fait vraiment avec des êtres humains. C'est-à-dire, on a demandé à des gens, qu'est-ce que vous préféreriez avoir un état dépressif majeur, ou, et on peut le faire, hein, ou 3 chances sur 10 de mourir sur le coup, 70 chances sur 100 d'être en parfaite bonne santé. Qu'est-ce que vous préférez? Alors vous allez me dire, je préfère la dépression. Hein. Ok, alors maintenant, qu'est-ce que vous préférez? Avoir une dépression sur le coup, là, ou alors avoir une chance sur 100 de mourir sur le coup, 99 chances sur 100 d'être en bonne santé. Vous voyez, on pose plein de questions, et il va y arriver un moment où il y a un équilibre. Et si on considère que l'utilité de la mort, c'est 0, l'utilité de la bonne santé, c'est 1, eh bien, vous faites alpha fois 0 plus bêta fois 1, eh bien, vous avez l'utilité de votre état de santé, qui est avoir la dépression, qui est égale à bêta. Et vous pouvez comme ça calculer des utilités pour tous les états de santé. Et quelque part, ces utilités, c'est un peu de la qualité de vie. Hein. Je déflore tout de suite le concept, mais vous voyez, puisqu'en fait, c'est un mapping de préférence d'état de santé sur des nombres qui reflètent les relations d'ordre sur les états de santé. Alors, donc c'est un modèle de mesure, comme on l'appelle, qui n'a rien à voir avec cela, absolument rien à voir, qui est même à la base, et je trouve différent et quelque part un peu moins piégeux, c'est que là, on ne suppose pas qu'il existe un θ qui serait la qualité de vie ou l'intelligence, etc. Vous voyez, c'est un peu plus modeste, on dit juste, il y a des états de santé qu'on peut comparer, et en fait, il se trouve que on peut associer à ces états de santé des nombres, et ces nombres préservent la relation d'ordre qui existe entre les états de santé. Je ne dis pas que ces nombres, c'est la qualité de vie, que c'est quelque chose. Je dis juste qu'ils représentent et qu'ils conservent la relation d'ordre entre les états de santé. Alors, ça, c'était la première partie. Le corpus de méthodes métrologiques liées à cet univers des mesures autour de la qualité de vie. Donc vous voyez qu'il est multiple en fait, hein. Il n'y en a pas qu'un, il y a plusieurs corpus qui sont issus de champs disciplinaires différents, la psychologie et l'économie, qui sont assez séduisants, qui ne sont pas très compliqués en termes mathématiques, et qui sont toujours actifs. Quoiqu'en économie, c'est vrai que la théorie de l'utilité n'est pas un champ de recherche hyper actif. Pourquoi en plus là? C'est qu'il y a quelque chose qui choque beaucoup d'économistes à propos de ce truc-là. Hein. C'est pas tant le fait qui, pour un clinicien, hein, c'est le truc qui est complètement fou avec cette histoire, c'est comment les gens peuvent-ils dire un truc fiable. Hein. Dans les questions que je vous posais tout à l'heure, hein, qu'est-ce que vous préféreriez mourir sur le coup, avoir une chance sur 100 de mourir sur le coup, ou 30 chances sur 100 d'avoir une dépression? Quelle est la signification de la réponse que les gens donnent à cette question? Est-ce que c'est raisonnable de poser une question comme ça? Que signifie la réponse? Pour moi, c'est ça la vraie question. Est-ce que c'est fiable, quoi? Le dispositif expérimental pour recueillir les utilités. Eux, ça les angoisse pas trop. Par contre, ce qui les angoisse, c'est qu'on moyenne les utilités au niveau d'une population. Alors que dans la théorie d'utilité chez les économistes, il existe des utilités, mais elles sont propres à chaque individu. Et que moyenner des utilités, en fait, c'est un peu un crime pour un économiste. Et en fait, eux, dans leur théorie, il suffit qu'il existe une fonction d'utilité pour que les équilibres marchands puissent fonctionner. Et c'est une condition d'existence. Et en fait, ils ne les calculent pas vraiment en pratique.
Donc ça, c'est le premier point, le corpus méthodologique. Alors deuxième point, le problème de santé, c'est-à-dire la qualité de vie. Et en général, les qualités de vie sont mesurées en santé, mais pas toujours. Alors, donc c'est vrai que ceux qui n'ont pas beaucoup à faire avec le milieu médical n'imaginent pas que la question basique de la médecine, c'est-à-dire est-ce que les traitements marchent ou pas, est-ce qu'ils sont utiles ou pas, que cette question qui est basique, en fait, on a beaucoup de mal à y répondre. Et que même la première question pour répondre à le premier élément de réponse ou le premier point méthodologique sur lequel on doit travailler pour répondre à la question est-ce qu'un traitement fonctionne ou pas, c'est caractériser dans quelle mesure on peut dire qu'un patient va mieux. Eh bien, figurez-vous que caractériser le fait qu'un patient va mieux, c'est pas facile. C'est pas facile. Et d'ailleurs, dans le champ de la littérature, cette histoire d'efficacité d'une thérapeutique, de fait qu'une thérapeutique marche bien, dès qu'on regarde le vocabulaire, on se rend compte qu'il y a des problèmes, puisqu'en anglais, vous avez 3 mots, efficacy, effectiveness, efficiency, que les 3 sont utilisés et que les 3 correspondent à des facettes différentes d'efficacité d'un traitement. Alors, c'est les Canadiens, je crois, qui ont proposé cette nomenclature, qui est difficilement traduisible en français. L'efficacité, ça serait quand un médicament il marche, alors on dit dans des conditions de laboratoire. Et on fait une manip, on regarde vraiment, là on donne, toutes choses égales par ailleurs, là on donne rien, et puis on regarde si l'individu va mieux. Mais va mieux, ça veut dire quoi? De mon point de vue, l'efficacité, c'est plus, en réalité, est-ce que l'organe va mieux? C'est un point de vue personnel. Mais en général, quand on s'interroge, est-ce que le médicament marche? Et marche, ça veut dire en termes d'efficacité. Quand c'est un antihypertenseur, c'est est-ce que le patient, sa tension baisse? Et puis voilà. Alors après, vous avez l'effectiveness. L'effectiveness, c'est quoi? C'est qu'en réalité, faire baisser la tension, on n'en a rien à faire. À part quand vous avez 25 de systolique, vous avez mal à la tête. Si vous avez 16 de systolique, les gens se sentent très bien. Avoir une tension à 16, pour un être humain, c'est pas un problème. Le problème, c'est que s'il a ça pendant 10 ans, il va faire un accident vasculaire cérébral, un infarctus du myocarde, etc. Donc c'est pas la tension qui a un problème, c'est la conséquence de la tension. Et l'effectiveness, en fait, c'est on va mesurer si le médicament marche, si l'antihypertenseur marche, mais on ne va pas mesurer sur la tension, on va le mesurer sur les conséquences de la tension. Donc on va faire un essai où on va montrer que l'antihypertenseur, il diminue la mortalité cardiovasculaire. Et puis l'efficiency répond à l'ultime question, c'est qu'en fait, imaginez que vous ayez un antihypertenseur qui marche, qui diminue vraiment la mortalité, mais qui coûte 300 € la journée. On ne le prescrira jamais. C'est trop cher. Donc l'efficiency, c'est est-ce que le gain sur l'état de santé de l'individu peut être mis en rapport avec son coût? Donc vous voyez, ces 3... je suis sûr que je vous aurais dit comme ça, et quand on demande à des étudiants en médecine, on va tester l'efficacité d'un antihypertenseur. Quel doit être le critère d'efficacité? Tout le monde va dire la tension artérielle, forcément. Eh bien non. Justement, en fait, si vous faites vraiment de la santé publique, si vous évaluez un antihypertenseur vraiment, c'est surtout pas la tension artérielle qu'il faut évaluer. Alors vous voyez, donc cette question d'évaluer une thérapeutique, c'est une question compliquée. Alors quand on creuse un peu, c'est vrai que je trouve qu'un point de clivage important est autour de l'organe, la maladie d'un côté et le patient de l'autre. Vous avez remarqué que depuis le 19e siècle, la médecine est devenue une médecine d'organes. Quand vous allez dans un CHU, vous avez des pneumologues, des gastroentérologues, des cardiologues, des neurologues, vous avez des médecins d'organes.
Les organes structurent la pensée médicale. Pourquoi? Parce que ça a permis à la médecine de devenir très forte. C'est Claude Bernard. À partir du moment... Avant, on était dans une espèce de médecine métaphysique avec la théorie des humeurs, etc. Une espèce de truc un peu mystérieux. Ça ne marchait pas trop. Le jour où il y a eu des gens qui ont regardé des symptômes, qui ont ouvert des ventres, qui ont regardé quels étaient les organes qui étaient malades en fonction des symptômes, qui ont regardé comment les organes fonctionnaient, qui ont fait de la biologie, de la physiologie avec les organes, eh ben, la médecine a mieux marché. Et donc, fort de ce succès, la médecine est devenue une médecine d'organes. Et c'est encore toujours le cas dans nos services hospitaliers au XXIe siècle. Et donc, tout naturellement, quand on a commencé à évaluer les thérapeutiques, on a évalué le fonctionnement des organes. Et c'est pour ça que nous sommes tous conditionnés. Quand on pense évaluer un antihypertenseur, on pense à faire baisser la tension. Et donc ça a été le cas jusque dans les années 60, 70, 80, voilà. Et puis, quand même, les gens se sont demandé, ouais, mais bon, il n'y a pas que les organes dans la vie, il y a aussi des gens qui souffrent. C'est-à-dire, il y a des malades. Il n'y a pas que des maladies, il y a aussi des malades. La définition d'un malade, c'est quelqu'un qui souffre, qui se plaint, qui ne va pas bien, qui sonne à la porte d'un médecin. Et donc des gens ont commencé à dire « Ah oui, mais il faut mesurer, il faut aussi savoir si les gens vont mieux. » Et vous savez comment on considérait que les gens allaient mieux avant Eh bien, on considérait que ce qui montrait qu'un médicament faisait que les gens allaient mieux, c'était que les gens l'achetaient. Si les gens achètent des médicaments, ben c'est qu'ils sont contents. Sinon, ils ne l'achèteraient pas. Si les médecins prescrivent les médicaments, c'est qu'ils pensent que ça marche sur les gens. Vous voyez, hein? Je suis sûr que vous êtes sceptique, mais figurez-vous que c'est marqué sur le site de la Food and Drug Administration. Hein, en 1970, ils ont marqué « Commercial success alone is not enough to determine efficacy ». Sous-entendu, c'est-à-dire qu'avant 1970, le succès commercial était le déterminant de l'efficacité d'un médicament pour les autorités de santé. Ils ne s'intéressaient qu'à la sécurité des médicaments. Jusqu'aux années 70, aux États-Unis, qui sont pourtant les champions de l'évaluation des médicaments, évaluer un médicament, c'était évaluer sa sécurité. Son efficacité, c'était le succès commercial. Et donc à partir de ces années-là, les gens ont dit, bon c'est pas bien, il faut... mais alors comment on fait? Comment on fait pour ne plus s'intéresser à l'organe, mais au sujet? Et c'est là que le mot, on va mesurer la qualité de vie. Mesurer la qualité de vie. Après tout, la qualité de vie, hein, en le disant comme ça, si la qualité de vie est augmentée, le patient va mieux. Ça a l'air du bon sens. Et donc, on a créé des instruments de qualité de vie. Alors, c'est là qu'arrive la troisième partie. C'est naturellement, quand même, tout un chacun se dit, ouais, on va mesurer la qualité de vie, mais bon, vaste programme. Alors on dit ils sont validés, il y a des philosophes qui ont dit ce que c'était, etc. Bon, chapeau. Mais souvent, quand on en parle aux collègues ou comme ça à des journalistes, quand même c'est fort. Hein, puis il y a quand même un vent de scepticisme. Alors interrogeons-nous sur, finalement, est-ce que c'est raisonnable de dire un truc comme ça? Pour essayer de faire le point, pour vous montrer le bazar que ça représente, je suis allé sur le Wikipédia anglophone, puis j'ai regardé Quality of Life. Pourquoi Wikipédia? Parce que comme c'est collaboratif, vous avez une... Je ne dis pas que c'est la vérité, je dis juste que c'est l'expression moyenne d'opinion de gens autour du sujet. Hein. Alors, Quality of Life, on parle... alors ils disent, c'est pas facile à définir. Ils disent, c'est la liberté, les droits de l'homme, le bonheur. En disant tout de suite, le bonheur, c'est quand même compliqué comme notion. Et puis entre nous, liberté et droits de l'homme, c'est hyper occidental comme façon de voir les choses. Hein. Est-ce que la liberté et les droits de l'homme, c'est forcément ce qui fait qu'une vie est bien? Moi, je suis prêt à le dire que oui. Hein. Mais enfin, bien sûr, les droits de l'homme et du citoyen, etc. Et puis ils disent, oui, bonheur, c'est quand même très subjectif. Ça, vous voyez, là, il y a déjà un quiproquo, je ne vois pas en quoi c'est un problème. Bien sûr, c'est subjectif, mais ce n'est pas forcément un problème métrologique. Mais c'est difficile à mesurer, ça c'est un problème.
c'est un problème. Puis ils disent, bon, finalement, la qualité de vie, ça a à voir avec le bien-être subjectif, en fait. C'est ça qu'il résume un peu. Bon, alors je vais voir subjective well-being. Je clique, puisque ça renvoie. Subjective well-being. Alors, ça serait deux choses, le bien-être subjectif. Un, une balance émotionnelle. C'est-à-dire le bien-être, c'est quand vos affects positifs l'emportent sur vos affects négatifs. D'accord ? Et puis, c'est la satisfaction de la vie. Alors ils disent, oui, il y a un court terme, vous voyez, la balance émotionnelle, c'est à court terme, mais quand même, le bien-être subjectif, c'est aussi du long terme sur la vie. Et donc, c'est la satisfaction par rapport à votre vie. Alors, dire, oui, mais alors, qu'est-ce que ça veut dire, la satisfaction de la vie? Alors, ils disent, ben, c'est quand on satisfait ses désirs et ses buts. D'accord? Mais quand on réfléchit un peu, les désirs et les buts, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est vos désirs? C'est ce qui est susceptible de vous rendre heureux. C'est ça, hein, le désir. Vous désirez ce qui est susceptible de vous rendre heureux. Or là, justement, on essaie de mesurer, de définir ce que c'est que le bonheur. Hein. Donc vous voyez comme ils sont mal partis. Hein. C'est-à-dire que pour définir le bonheur et la satisfaction de la vie, vous dites c'est ce qui va me permettre de résoudre mes désirs, mais la définition du désir, c'est ce vers quoi je vais pour satisfaire mon bonheur. Alors, peut-être que c'est que la question de la qualité de vie, ça ne marche pas dans l'absolu, mais qu'il y a la qualité de vie liée à la santé. Et que ça, c'est plus raisonnable. Alors, il y a un item, qualité de vie liée à la santé. Alors, ils disent, c'est quoi la qualité de vie et la santé? C'est dans quelle mesure le bien-être subjectif est affecté par les maladies, les handicaps, les troubles. Bon, alors déjà, de cette définition-là, vous voyez, elle pose problème, puisqu'on tombe sur le bien-être subjectif, que le bien-être subjectif, on vient de voir que ça ne collait pas. Alors après, il y a la définition, les Canadiens sont très à la pointe là-dessus. Hein. Donc les Canadiens ont une définition, Toronto, ils ont une définition de la qualité de vie. Bon, je la traduis, la traduction il y a enjoy, donc je dirais jouir d'eux, même si le mot est... Donc c'est bon, je vous le dis en anglais, the degree to which a person enjoy the important possibility of his life. C'est-à-dire que le niveau, le degré, le fait qu'une personne puisse jouir des importantes possibilités de sa vie. On comprend le truc, hein, vous voyez, c'est que dans la vie donne aux êtres humains la possibilité de faire des choses. Si vous pouvez jouir de ces possibilités, alors votre qualité de vie liée à la santé est élevée. On voit qu'ils ont réfléchi beaucoup, elle a été bien construite. Mais le problème, c'est que moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Est-ce que vous considérez que votre vie... l'objectif de votre vie, c'est de jouir de ce que la vie, des possibilités qui vous sont offertes. Moi, franchement, c'est pas ça. Moi, alors, il y a des gens, la vie, c'est trouver un épanouissement spirituel. Ça n'a rien à voir avec les possibilités que la vie vous donne, l'épanouissement spirituel. Alors on me dirait on peut avoir un épanouissement spirituel que si on n'est pas mal, d'accord, mais c'est pas la même chose. Et il y a même peut-être que votre objectif dans la vie, c'est de répondre à des questions existentielles. Est-ce que ça a à voir avec enjoy the important possibility of life? Enfin, c'est quand même très nord-américain comme truc. Hein. C'est très consumériste en fait. Hein. Bon, alors, que dire après ça? Ben, quand même que il y a quand même plein de réflexions philosophiques dans les 2000 dernières années autour de cette question. Alors, vous savez, depuis les épicuriens et tout ça, il y a le souverain bien. Hein, que les êtres humains seraient... C'est un postulat, hein, souvent chez les philosophes. C'est-à-dire, ils remarquent que les hommes courent après quelque chose. L'intention. Oui. J'ai un bon commentaire ici. Mathilde me dit, quand on demande, quand les Canadiens disent qu'ils définissent la qualité de vie selon les
possibilités que la vie nous offre. Et quand vous dites que vous n'êtes pas d'accord, parce que quelqu'un peut plutôt attendre le côté spirituel de la vie, Mathilde me dit oui, mais ça dépend seulement ça dépend de la façon dont chacun définit le mot possibilité. J'achète pas. C'est trop cher. Pourquoi? J'achète pas. Tu peux le dire. Well, I wonder if you cannot define a possibility like one of the possibilities of life can be spiritual. No? No, parce que for me it is tautological. At this time everything is a possibility, and so you define nothing. I think that to look for spirituality, what is the sense of existence? What is the meaning of life? This is not a question of possibility. This is a real question, and I am looking for an answer. This is not a question of possibility. It depends on how you define possibilities then. Yes, but How do you define a possibility? What is your definition of my definition of possibility, if I have the cognitive instrument inside my head which is able to give me the answer to my question. This is a notion of possibility. I ask to myself the question, what is the meaning of life? This is my question for my life. What is the meaning of life? Possibility is, do I have the possibility to answer this question? Do my brain, my mind, is my brain, my mind able to answer this question? This is not my question. This is not this is not my point. My point is, as a human being, I am looking an answer to this question. This has nothing to see with the possibility. I am looking for an answer to a question. And you would like to have abilities or capabilities? No, I have no words. This has no. It is totally different from this. I think that North American colleagues are really stuck to the question of functioning. They consider that a human being is okay when he or she functions fine. And possibility is related to functioning. But I don't care about functioning. This is not my way of seeing a human being. Well, if you define functioning narrowly as only physical function, No, of course not. then I do not say that. But function, you know, this is very functioning. When you say functioning, immediately you are in the field of physical functioning or cognitive functioning. For instance, you forget completely the phenomenological aspect of human beings, which is a human being it is just a fact to be inside life, and that's all. I am here, I am in front of you, I am looking at you, and this makes me as a human being, and this has nothing to see with functioning. you cannot define this as spiritual function. No. Spiritual for me, for a Cartesian, spiritual has no meaning. Okay, so I was under the assumption that you want to include spiritual well-being. No. No. I am just a human being looking for sense. That's all. And what is the relation to spirituality then? No, for me, spirituality is for God, etc., etc. I am just when you say when I say I am a human being looking for sense in my life. This has nothing to see with functioning and ability and etc. But this is not in the tradition of North America to consider that. Yeah, I agree. So, je reviens en français. Donc, les êtres humains sont tendus vers quelque chose et les êtres humains
Donc tendu par quelque chose, là, vous êtes venu ici ce matin, vous vous êtes levé ce matin, ce qui nécessite une certaine énergie, vous vous êtes levé parce que vous êtes à la recherche de quelque chose. C'est l'intentionnalité. Et alors, ils disent, mais alors qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le souverain bien. Qu'est-ce que le souverain bien? C'est le bien que l'on cherche pour lui et qui n'est pas le moyen d'avoir un autre bien. Par exemple, quand on cherche de l'argent n'est pas le souverain bien parce que l'argent permet d'acquérir autre chose. Et c'est l'autre chose qui sera le souverain bien. Alors, moi, en tant que clinicien, ça c'est complètement faux. Je vois tous les jours plein de gens qui cherchent dans leur vie des trucs qui ne vont pas leur faire du bien. Alors vous me direz, bien entendu, mais ça c'est parce que vous êtes psychiatre et que ces gens tournent pas rond. Mais le problème, c'est que tous les gens tournent pas rond. Et ça c'est la base de la psychiatrie, c'est que quand nous voyons nos patients, pourquoi nous travaillons pas mal avec eux? C'est parce qu'au bout de 10 ans, on se rend compte que quelque part à l'intérieur de nous-mêmes, on a toujours un peu ce qu'ils ont en eux qui déconne. C'est la base du métier. Et donc, vous pouvez regarder autour de vous, et même si vous faites attention, vous pouvez vous regarder vous-même. Parfois, vous prenez des décisions, et quelque part, vous saviez très bien que ça allait mal se passer en la prenant. Alors, dans ces cas-là, si vous voulez, c'est un vrai problème. C'est que, qu'est-ce que le bonheur? Qu'est-ce que le bien-être? Qu'est-ce que, etc. Si on définit ça comme ce qui fait que l'on tend vers un état optimum de santé, alors qu'en fait, c'est pas vrai. Donc, à ce stade-là, comment on peut démanteler le problème? Premier point, c'est qu'on ne sait pas ce que les êtres humains veulent. Quand les êtres humains veulent quelque chose, ça c'est sûr, en permanence, ils tendent vers quelque chose, ils veulent quelque chose, mais on ne sait pas ce qu'ils veulent. Et vous savez d'ailleurs que ceux qui ont essayé le mieux de répondre à la question, c'est les psychanalystes. Alors il y a un conscient, un inconscient, et que, donc en fait, l'inconscient, pourquoi par moment on prend des décisions qui ne vont pas dans le bon sens? Parce qu'en fait, quelque part, elles vont dans le bon sens pour une côté caché de nous. C'est ça l'astuce de la psychanalyse, hein. C'est de dire en fait, c'est ce qu'on appelle un bénéfice secondaire. Et donc, en fait, il y a une lutte entre l'inconscient et le conscient quant à la réalisation des objectifs, avec un compromis. Mais bon, ça c'est une théorie, c'est spéculatif, c'est pas encore prouvé expérimentalement. Et puis il n'y a aucun instrument de mesure de la qualité de vie qui repose sur des bases psychanalytiques aujourd'hui. Donc premier point, on ne sait pas ce que veulent les gens. Deuxième point, les gens eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils veulent. Troisième point, même s'ils le savaient, ils ne vous le diraient pas forcément en répondant à des questionnaires. Quatrième point, en plus, les êtres humains ne veulent pas la même chose au cours du temps. Donc comment voulez-vous mesurer quelque chose qui a à voir avec leur bonheur? Alors, malgré tout, que mesurent les instruments? Bon, alors, faut être honnête, on ne peut pas tout balayer d'un revers de main. Il existe des instruments de mesure de la qualité de vie aujourd'hui et ils rendent service. Vous voyez, je suis critique d'un côté. De notre côté, comme praticien, je dois reconnaître qu'il existe des instruments et que ces instruments ont rendu service et qu'ils en rendent encore. Pourquoi ça fonctionne? Parce qu'à la louche, quand même si tout ce que je vous ai dit, j'allais vous dire ça fait sens, c'est prétentieux, mais on ne peut pas dire le contraire quand on ne sait pas ce que c'est que le bonheur, tout ça s'effrite dès qu'on le gratouille un petit peu. Par contre, entre avoir une colique néphrétique ou avoir un cancer du pancréas et on sait qu'on a 6 mois à vivre, ou être tranquillement ici en train de discuter, il vaut mieux choisir la deuxième alternative. C'est-à-dire quand même si le problème est compliqué, il y a quand même des grandes situations où il est simple, où tout le monde est d'accord que dans ces situations-là, les gens vont mieux. Et donc, les instruments de qualité de vie, aujourd'hui, ils ont réussi à capter ça. Ils ont réussi à capter ça, et donc on a des instruments qui abordent le surnageant de la qualité de vie. Donc on a des modèles de mesure qui tiennent la route à peu près. C'est pas parfait, mais ça tient la route à peu près. On a des conceptualisations de la qualité de vie qui tiennent la route à peu près, et c'est là que je rejoins mes collègues nord-américains. Et c'est là que je ne suis pas contre leur définition de la qualité de vie, si vous voulez. Pourquoi pas, quoi. Et du coup, les instruments, moi j'accepte qu'on dise qu'ils sont valides. Mais la question qui se pose, c'est comment faire mieux que ces instruments.
Puisque là, bon, on a des instruments qui mesurent la qualité de vie, mais c'est quand même, tout le monde sait qu'ils sont frustes. Et alors là, et c'est pour ça qu'il y a des séminaires comme ça. Et alors, comment faire pour faire mieux? Alors, bah, peut-être qu'on peut regarder du côté des mathématiques. J'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. On peut faire des progrès là-dedans, mais vous avez vu que le misérabilisme de la définition du bonheur est tel que vous pourrez faire toutes les mathématiques que vous voudrez, ça ne changera jamais le problème de fond. Hein. Alors, ben, ce que je me disais, c'est qu'en fait, franchement, j'ai l'impression qu'on pose mal le problème. C'est qu'en fait, la médecine n'a jamais eu la prétention de rendre les gens heureux. Ça n'est pas l'objectif de la médecine, de rendre les gens heureux. Ça, c'est un truc en psychiatrie, on n'oublie jamais. Notre objectif, c'est pas de rendre les gens sains d'esprit. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. En faisant ça, dans l'histoire de la psychiatrie, on a fait d'énormes bêtises. Par exemple, les histoires d'homosexualité. Notre boulot, c'est de faire que les gens ne souffrent pas trop. Ça n'a rien à voir avec rendre les gens heureux. Donc en fait, on ne devrait pas mesurer la qualité de vie pour évaluer des soins. Ça n'est pas l'objectif. On ne devrait pas se focaliser sur des choses positives, et ça a été vraiment une positive attitude. Hein. On va montrer que les gens ont une bonne qualité de vie. C'est très... voilà. En fait, c'est pas notre métier. Notre métier, c'est de montrer que les gens ne souffrent pas trop. Donc c'est pas vers la qualité de vie qu'on devrait aller, mais vers les choses négatives. Et alors après, je pense qu'on ne va pas pouvoir mélanger tout ça dans un seul concept. Alors oui, il y a par exemple la disability, qui est un champ, alors qui n'a d'ailleurs pas vraiment grand-chose à voir, j'ai fini, hein, qui n'a pas grand-chose à voir avec la médecine, hein, justement, puisque la disability, au sens de l'OMS, c'est l'inadéquation entre l'homme et la société. Donc c'est plus... on voit que au début, disability, c'était à voir avec le functioning, mais le functioning, c'est embêtant. Donc on met une adéquation de l'homme avec la société. Vous avez là un premier concept, que pour moi est une catastrophe, hein, soit dit en passant, et c'est pas mieux, mais c'est un effort de conceptualisation différent. Et pourquoi c'est pas mieux, hein? Parce qu'en psychiatrie, hein, parce que avec cette définition du handicap, le marquis de Sade est un handicapé. Hein. Le marquis de Sade, quand vous lisez ses textes, hein, clairement, il est en inadéquation avec la société. Lui, il dit, moi je vais bien, le problème c'est que les autres, ils acceptent pas. Et donc je me débrouille quand même. Et donc il finit en prison. Mais lui, il dit, moi je vais bien, il n'est pas en souffrance. Hein. Si vous prenez la définition du handicap aujourd'hui, le marquis de Sade, il peut aller à la MDPH, la maison des personnes handicapées, et demander une reconnaissance et avoir 600 € par mois à la fin de tous les mois. Non, mais c'est la réalité. Donc, la notion de handicap, ça déconne aussi. Mais on voit qu'il y a eu un effort de conceptualisation pour essayer de montrer de quelle façon l'être humain peut aller mal à partir de sa pathologie. Donc, il y a eu un effort là. Mais je pense que le vrai nœud, c'est les émotions négatives, en fait. Hein. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'un... D'abord, quand on dit un patient souffre, souffrir, c'est une émotion négative. Et je pense qu'on a... Alors, bien sûr, vous direz, c'est un truc de psychiatre, parce que les émotions négatives, naturellement, c'est notre métier. Donc, bien sûr, je suis en conflit d'intérêt académique et tout ce que vous voudrez. Mais finalement, parce qu'on me reproche toujours de ne pas proposer de solutions alternatives, je pense que plutôt que de mesurer la qualité de vie, on devrait se concentrer sur réduire le niveau des émotions négatives que les gens ont. Alors après, réduire les problèmes de fonctionnement. Mais vous voyez même... Alors c'est peut-être une position de rébellion par rapport à la pensée des revues internationales, hein, nord-américaines. Je ne suis pas sûr que le problème du fonctionnement, en partie physique, soit si important que ça pour les sujets. Et y compris le fonctionnement cognitif. Vous voyez, dans ma pratique, la question du retard mental n'a qu'un impact. Le retard mental a un impact beaucoup plus important sur les parents que sur les patients. Je n'ai jamais vu un patient en souffrance
du fait qu'il ait un retard mental. Il est en souffrance parce qu'il a un retard mental à cause du regard des autres, mais pas à l'intérieur de lui-même. Et par contre, j'ai vu des gens en souffrance parce qu'ils avaient un fonctionnement cognitif trop élevé. Ça, j'en ai vu régulièrement. Des gens avoir des interrogations existentielles qui les envahissent tellement qu'ils s'interrogent et qu'ils ont des aptitudes importantes à s'interroger sur la vie. Donc, cette histoire de fonctionnement, j'ai des doutes sur le fait que ça soit si pertinent que ça pour vraiment évaluer le fait qu'un patient est en souffrance. J'ai l'impression que ce qui fait la souffrance, c'est vraiment avant tout les émotions négatives. Voilà, je termine là-dessus et je comprends bien que c'était un peu à rebrousse-poil.